Depuis les matins de ce lundi 20 janvier 2025, des violents combats qui opposent les forces armées congolaises et FARDC appuyées par le jeune Wazalendo sont signalés aux alentours de la cité stratégique de Sake en territoire de Masisi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont attaqué la position de Wazalendo, située au niveau de 3 antennes depuis 2 heures du matin, voulant faire un assaut sur Sake. Les jeunes résistants Wazalendo ont répliqué farouchement et essayé de maintenir leur position sur plusieurs collines, surplombant la cité de Sake. Depuis 2 heures du matin de ce lundi, 20 janvier 2025, les terroristes M23 par RDF ont lancé des attaques sur différentes positions de VDP Wazalendo et de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces attaques ont fait en sorte que la population puisse vivre dans l'inquiétude, notamment dans le cas de Lushagala. Au niveau du quartier Mugunga Goma, où 2 bombes sont tombées, tirées à partir de Kimoka. Kimoka, c'est l'une des collines qui surplombe la cité de Sake. Et heureusement, on n'a pas eu de vie, de pertes de vies humaines. Donc pour le moment, les combats sont encore très violents, ça continue. Les menaces de l'ennemi chercherait à prendre cette localité, cette cité stratégique et dernier verrou pour la ville de Goma. Voilà au moins la situation d'une manière brève. Atia hapa manani kisha anani unakutabasha pembe yaka na sheni sasa nani mtoto yaka na sheni mbona ndio sheni D'autres sources relayées par Info précisent que des hostilités se concentrent particulièrement sur la colline de Bukarara, le long de l'axe Kichanga. Selon des témoins sur place, plusieurs bombes ont été tirées par les rebelles à Kimoka, dont les bilans seraient de morts et quelques blessés. Une autre bombe a également touché la façade de l'église 8e CEPAC centrale de Sake, causant quelques dégâts matériels. Cependant, un calme relatif semblait être rétabli depuis 9 heures de ce lundi. À Masisi Centre, les rebelles du M23 ont largué des bombes dans plusieurs coins de cette entité administrative du territoire de Masisi. Selon nos sources, les bombes du M23 ont touché les bases de l'ONG Médecins sans frontières MSF, dont le bilan n'est pas encore révélé. Des affrontements s'intensifient également dans certains coins de la province voisine du Sud Kivu, spécifiquement au territoire de Calais. Des activités socio-économiques et éducatives sont restées paralysées depuis le matin. Des écoles ont fermé leurs portes, craignant le pire. Des sources concordantes parlent des attaques du M23 sur plusieurs entités du Sud Kivu, dont Minova a échangé. Jusqu'à présent, la situation reste précaire dans plusieurs coins de la province du Sud Kivu. Ça, c'est la population de Bichang qui se vide déjà. L'ennemi est ici à quelques kilomètres. Dans la localité de Bichang, Zirandaka, précisément dans la notabilité de Kabalekasha, à Bukimba. C'est là où l'ennemi se trouve et à Bitonga déjà. Pour plus de précision, nous sommes en direct au téléphone avec Claude Moussavouli. Monsieur Claude Moussavouli, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis 2 heures du matin de ce lundi, 20 janvier 2025, les terroristes M23 par RDF ont lancé des attaques sur différentes positions de VDP Wazalendo et de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces attaques ont fait en sorte que la population puisse vivre dans l'inquiétude, notamment dans le cas de Lushagala. Au niveau du quartier Mugunga Goma, où 2 bombes sont tombées, tirées à partir de Kimoka. Kimoka, c'est l'une des collines qui surplombe la cité de Sake. Et heureusement, on n'a pas eu de vie, de pertes de vies humaines. Donc pour le moment, les combats sont encore très violents, ça continue. Les menaces de l'ennemi chercheraient à prendre cette localité, cette cité stratégique et dernier verrou pour la ville de Goma. Voilà au moins la situation d'une manière brève. Et depuis 2 heures du matin jusqu'à présent, il y a des affrontements. Quelle est la position de résistants Wazalendo à Sake? Les Wazalendo sont plus que déterminés, sont placés sur d'autres collines qui surplombent toujours cette même cité et sont en train de répondre aux attaques de l'ennemi pour essayer de le bloquer afin qu'il ne soit pas
capable d'entrer dans la cité stratégique de Sangi. Ce sont les M23 qui ont attaqué ou les Wazalendo ont lancé des offensives? Bien évidemment, c'est sur les M23, c'est sur les M23 qui ont lancé ces attaques depuis 2 heures du matin. Vous savez, ça va faire bientôt une année que les M23 ont cherché à prendre cette cité stratégique de Sangi. Mais grâce à la vigilance des jeunes résistants Wazalendo, ils n'ont toujours pas su entrer là-bas et ils continuent à se heurter contre la résistance du VDP Wazalendo. Donc, malgré les bombes qu'ils larguent à l'aveuglette et sur des habitations civiles et sur des populations civiles, et partout où ils voient, ils n'ont jamais su entrer là-bas et on continue à les bloquer stratégiquement pour qu'ils ne puissent pas prendre cette cité stratégique située à l'ouest de Goma. Mon inquiétude, c'est la théorie des civils. Vous savez, lorsqu'il y a des largages de bombes à l'aveuglette par les M23, les civils sont toujours victimes. Les 2 bombes là qu'ils viennent de larguer près du cas de Luchadal, vous voyez tout ça, ce sont des dangers auxquels les populations font face, des déplacés qui se sont déplacés de toutes ces cités-là, dans les massifs, qui ont fui vers la ville de Goma. Et dans des cas de déplacés, ils sont exposés à ces dangers comme ils l'ont fait, comme nombreux ont été victimes. Et vous avez vu qu'on a enterré plus de 200 morts dans des mois passés. Tout ça, c'est suite à des bombes larguées par les terroristes du M23. Hormis ces bombes, ce sont des habitations des civils qui sont en train de périr dans des bombes de l'ennemi. Lorsqu'ils larguent des bombes sur des habitations civiles, c'est-à-dire c'est le patrimoine de la population qui est mis à feu et qui est mis en péril. C'est une inquiétude et le développement a cessé d'être réduit à centre et la population vit la paix au ventre, la population mange pas fait. Donc, ils doivent respecter aussi les droits internationaux humanitaires. Notamment ne pas larguer de bombes sur les populations civiles. Lorsque les terroristes larguent des bombes comme ça, c'est-à-dire nous serons obligés d'aller les poursuivre là où il est en train de protéger la population civile. Claude Moussavoul, aujourd'hui, comment est la situation à Saké? Est-ce qu'il y a la population? Il y a une circulation libre de la population, comme nous l'avons constaté dans les jours passés? La population est obligée de quitter. Il y en a d'autres qui quittent parfois Goma pour aller voir comment se retrouve leur patrimoine et retourner. Il y en a aussi quelques-uns qui ont refusé de quitter la cité parce qu'ils ne veulent pas que leur cité soit sous l'emprise de l'ennemi et qu'ils restent là en train de moraliser les VDP Wazalendo comme les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il y a la guerre, il n'y a pas de circulation libre. C'est un danger, on est exposé à des dangers. Donc je peux vous dire qu'il n'y a pas de circulation à FAC et d'autres populations ont mieux jugé de rester vers Kimachiné. C'est l'un des quartiers de Goma, notamment à Mubungo, et dans des cas qui sont en train de souffrir là. À part ça, à Lubero, comment est la situation? La situation demeure aussi compliquée. Vous savez, l'ennemi avait comme l'ambition d'aller vers Kitsumbiro, Lubero Centre, jusque même à Butembo et Bédro. L'ennemi a largué autant de bombes sur la cité de Kitsumbiro. L'armée élevée de Wazalendo se sont constituées pour buter dehors l'ennemi. Le samedi jusqu'au dimanche, l'ennemi qui était déjà au niveau de Mambasa et toutes ces collines qui surplombaient la dite localité a été copieusement bâti et on l'a délogé. On l'a délogé de là et nous sommes en train de remercier d'abord le professionnalisme de l'armée d'avoir délogé l'ennemi de Mambasa, donc pour mettre hors danger le Lubero Centre jusqu'à Kitsumbe. Vers Mbingi, l'ennemi s'est installé vers les installations de la paroisse catholique de Mbingi. Pourquoi cela? Parce que l'ennemi a peur des tirs de VDP Wazalendo. Et d'ailleurs, nous mettons en garde cet ennemi de se placer souvent vers les installations humanitaires et des églises. Ça a été le cas du massif centre où l'ennemi s'est caché dans les installations humanitaires du AMSF pour chercher à échapper à des tirs de VDP Wazalendo. Donc la situation du Lubero Sud, l'ennemi est en train d'être contenu. Vous le savez, hormis la RN4, côté Luofu, toujours dans le secteur de Lubero, Kita Kaina, prenant la route de Leusa, l'ennemi a été copieusement bâti et Luofu est présentement sous contrôle des VDP Wazalendo et continuons à se battre pour que nous libère d'autres grandes cités localités
qui est sous contrôle du Rwanda. Bien évidemment, les terroristes sont encore à Limbongo qui est aussi stratégique, mais je crois qu'avec l'État, on aura les délogés de la Sénat qui est une question. Lorsqu'on a délogé de Mambasa et lorsqu'on persévère Butsorobia, après Butsorobia, on va directement vers Alimbongo et Matembe. C'est sûr, Alimbongo est encore sous contrôle de ces gens, mais je crois qu'avec l'État, on aura à les déloger parce qu'avec l'État qu'on a fait à Mambasa, l'ennemi n'a plus si avancé sur d'autres villages et localités comme Loluma et Kitumbiru. Donc, ce n'est qu'une question de temps, je crois qu'on va les déloger de là et il ne sera plus avancer vers d'autres localités, vers les faits forts du territoire de l'Ouest. Claude Moussavouli, je rappelle que vous êtes jeune résistant, patriote, bien sûr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Merci. Fin de cette actualité sur la puissance RDC Télévision, votre chaîne d'actualité depuis la République démocratique du Congo. Merci de vous abonner, aimer, commenter, partager. Surtout, activez la cloche de notification pour avoir la suite de nos diffusions. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la puissance RDC, votre télévision en ligne. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous vous espérons très bien dans vos entités malgré la situation sécuritaire qui reste très déplorable dans les territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Walikale. À la suite de cette émission, nous allons nous entretenir avec le professeur Emmanuel Sekioba. Il est enseignant des universités aux États-Unis d'Amérique, mais il est fils de Nord Kivu. Nous avons réalisé une interview avec lui pour parler exactement de la situation sécuritaire dans l'est du pays, quelle analyse on peut faire sur les questions politiques en République démocratique du Congo, la Constitution. On pourra toucher également sur des questions diplomatiques. Là, on va se rendre à Luanda pour savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Est-ce que ces dialogues de Luanda peuvent au moins rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cet entretien. Professeur Emmanuel Sekioba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour l'occasion que vous me faites de répondre à certaines questions de l'heure qui ont trait à la politique, au social, à la sécurité de notre pays. Professeur, je rappelle que vous êtes analyste politique, un notable de la province Nord Kivu et en même temps enseignant des universités. Aujourd'hui, nous revenons auprès de vous, avec vous, juste pour parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons assisté l'année 2024 à l'intensification des combats entre le rebelle du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. Le M23, après Rutshuru et Masisi, qui a intensifié des combats, qui a progressé vers le territoire de Walikale, une partie aujourd'hui alors de Lubero, c'est toujours en province Nord Kivu. Comment est-ce que vous analysez cette question sécuritaire, surtout en cette période où la province Nord Kivu regorge plusieurs déplacés internes, d'où l'origine, c'est toujours la guerre du M23. Comment est-ce que vous analysez cette question sécuritaire? En effet, les combats entre le M23 et les FARDC étaient un combat que les FARDC gagnent. Vous savez sincèrement qu'il n'y a pas de raison de comparer une armée qui n'est classée nulle part. Je parle de l'armée rwandaise, parce que les M23 ne sont qu'une coquille vide, c'est l'armée rwandaise qui est dedans, et qui veulent absolument dire qu'ils vont en découdre, comme le disait leur président, qu'ils vont en découdre avec le Congo. Mais le Rwanda n'a pas d'armée. Si aujourd'hui on nous disait d'entrer au Rwanda pour mettre l'ordre, nous le ferons. C'est pas parce que son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo a choisi la voie de la paix que nous ne sommes pas capables d'écraser complètement l'armée rwandaise. Donc les combats actuels font preuve d'une puissance militaire dissuasive de l'armée congolaise et n'eût été l'appui de l'OTAN, des États-Unis. Bon, je ne pense pas que le Rwanda ouvrirait sa bouche, parce que le Rwanda, en fait, n'est rien d'autre qu'une marionnette. Et le gouvernement de Kigali
comme celui de Museveni ou de Kampala, et qui sont des gouvernements achetés par l'Occident, des gouvernements qui font la honte à l'Afrique, et les gouvernements qui font la honte au panafricanisme. Écoutez, je ne pense pas que sans l'appui des États-Unis, comme celui de l'OTAN, on aurait une guerre au Congo. Donc, les FARDC se comportent bien, avec l'appui de Ouazalendo, avec tout notre appui. Nous disons, allez-y FARDC, il faut que cette guerre se termine une fois pour toutes. Et je sais, très convaincu, que nous allons la gagner. C'est vrai que avec la complicité de certains officiers congolais, la guerre s'est étendue jusque dans Lubero, mais il y a aussi une certaine complicité des amis de Lubero, il faut l'ajouter, il faut l'accepter. Je crois que quand les attaques ont commencé, le M23 qui est juste la mer rwandaise, ils étaient quadrillés à Bunagana, ils ne savent pas bouger jusqu'à ce que l'armée ougandaise s'est impliquée dans l'affaire. Donc la guerre va bien, d'ici là ça sera la fin, c'est ma conviction. Et M. Paul Kagame, avec ceux qui sont autour de lui, doivent réfléchir une fois pour toutes pour éviter de continuer à faire le ridicule du noir en Afrique centrale. Cette guerre a causé des impacts économiques incroyables. Vous savez bien que la population des terres occupées actuellement par les M23 sont des populations agricoles. Et comme toutes ces populations sont actuellement dans les camps de déplacés, eh bien, vous comprenez que les minimums qui sont restés là-bas, pour les champs, sont à la merci des lois du M23. Pour votre information, les M23 refusent même qu'un sac de riz quitte Goma pour Rutshuru, un bidon d'huile quitte Goma pour d'autres coins, Massissi, Rutshuru, je ne sais pas, dans le nord, uniquement parce qu'ils veulent imposer leurs lois, vendre les biens qu'ils reçoivent, je ne sais pas, de l'Ouganda ou qu'ils pillent. C'est vraiment dommage. Économiquement, nous sommes à plat et nous demandons que cette guerre prenne fin vite, afin que nous puissions voir nos populations rentrer dans leur zone naturelle. Cette guerre aussi devient une guerre un peu ridicule, surtout pour le Rwanda. Les FARDC neutralisent beaucoup d'officiers rwandais et je ne vais pas vous citer les noms ici. Tout le monde voit les visages, les informations. Et Monsieur le président du Rwanda lui-même a fait un discours où il est en train de reconnaître que son armée est au Congo et que les gens se font zigouiller là-bas. Je voudrais en profiter pour que je lance un message à la population rwandaise. Vous savez, Kagame joue pour son propre compte et ses amitiés avec l'Occident. Pas pour le peuple rwandais qui est innocent de cette affaire. Vous, le peuple rwandais, désolidarisez-vous de votre président qui est carrément un chien de chasse pour l'Occident. Un chien de chasse pour l'OTAN, les impérialistes qui veulent de l'Afrique sans les Africains, donc qui veulent du Congo sans les Congolais. C'est comme ça que quand ils viennent, c'est le pillage, c'est le viol de nos mamans, c'est le tuerie. J'ai vu une jeune fille de Roubaré, je crois, qui est restée sans main. C'est très pénible. Donc, elle ne peut pas aller au champ pour se nourrir. Et toute sa vie, elle va rester comme ça. C'est désolant, c'est incroyable, mais c'est la vérité. Alors, je crois que le fait que les FARDC ont présenté quelques jeunes Rwandais qu'ils ont récupérés et que directement le M23 a dû présenter une autre équipe d'enfants, parmi lesquels il y a un enfant de 13 ans qu'on appelle FDRL. C'est pas possible. Et ces jeux de ping-pong, ça fait la honte. Tout le monde sait que le Rwanda, c'est un pays où le leadership a dit publiquement qu'ils n'ont pas honte de mentir. Hein. Il y a des vidéos, vous pouvez aller voir. Monsieur Paul Kagame a dit que lui n'a pas honte de dire des mensonges. Et la preuve est que
ils ne respectent aucun engagement. Quelles sont vos analyses, professeur, par rapport à cette question des accords de Luanda, des accords de Nairobi qui visent toujours à rétablir la sécurité, et maintenir la sécurité et la paix, bien sûr, dans la partie sud de la RDC, parce que nous avons vu une rencontre qui a avorté entre le président congolais et son homologue rwandais, fort malheureusement. Le président Paul Kagame, qui ne s'est jamais présenté à Luanda pour discuter avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Est-ce que ces dialogues ou ces accords de Luanda peuvent au moins contribuer au rétablissement de la paix à l'Est? En effet, la question des accords est une question que moi j'appelle vide. Et c'est là que j'ai toujours appelé les juristes congolais et autres hommes de droit au Congo. Tous les accords que nous avons signés, l'accord cadre d'Addis Abeba, les accords de Nairobi, les accords de Bujumbura, et maintenant l'accord de Luanda, tous ces accords sont des accords qui sont en principe des accords signés sous duresse. Nous n'avons jamais attaqué le Rwanda. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un accord entre nous et eux. Ce sont eux qui nous ont attaqués. Et surtout que je ne sais pas qui des familles congolaises a dû inviter Paul Kagame au Congo. S'il y en a une famille qui l'a invité au Congo, que cette famille se présente. Même les quelques Tutsis au Congo s'entremangent et ils ne sont pas tous sur le même point, même pendant que je crois que c'est parmi eux, cette famille Tutsi, qui a des acolytes qui vont au Rwanda, qui racontent des histoires, qu'eux, ils vont dominer l'Afrique. C'est un rêve, mais vous savez, un rêve n'est jamais réalisé comme ils le prétendent. Hein. Et donc, je crois que, sincèrement, il faut que M. Paul Kagame et ces quelques Tutsis qui sont autour de lui, parce que cette famille-là dont je parle, il ne faut pas que je le cache. C'est pas tous les Tutsis. Il y a des Tutsis innocents. C'est pas tous les Rwandais. Et je peux vous dire que 80% des Rwandais n'ont rien à voir avec cette aventure que Kagame fait au Congo. C'est pour son bien personnel, ses relations personnelles avec les Occidentaux, son enrichissement personnel, l'enrichissement de quelques petits groupes de Tutsis, et qui fait que aujourd'hui tout un peuple périt au Congo. Au peuple rwandais, refusez d'envoyer vos enfants pour être des chairs à canon au Congo. Je vous le demande. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous, le Rwandais, qui suivent les médias congolais et qui peuvent me suivre ici. Je vous conseille, je vois beaucoup de jeunes Rwandais et surtout des Hutus qui sont envoyés, forcés à aller combattre au Congo juste pour des raisons de devenir des chairs à canon ou être tués inutilement, quoi. On ne veut pas avoir de l'engrais humain ou humaine, de l'engrais humain au Congo d'un peuple qui n'a rien à voir avec le Congo, d'un peuple avec lequel nous avons vécu toujours en paix. Avant qu'il y ait ce gouvernement dirigé par les Tutsis, Kagame et son équipe, nous avons vécu avec le Rwanda. Et après que ce gouvernement va quitter, nous allons vivre avec le Rwanda. Le Rwanda n'ira nulle part. C'est un pays voisin qui ne sera pas déplacé sur la carte du monde. Et voilà. Revenons alors sur cette question de la Constitution, professeur, qui a marqué l'année, je crois, quelques mois de la fin de cette année 2024. La question de la Constitution, le pouvoir en place, qui a montré la volonté de changer ou réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Personnellement d'abord, est-ce que cette constitution présente des problèmes ou des insuffisances pour que le gouvernement en place puisse rétablir la paix, la sécurité dans l'est du pays? Vous savez, il y a eu beaucoup d'écrits dessus et beaucoup de discussions dessus. La constitution actuelle congolaise, notre propre constitution, a été écrite par les étrangers pour le Congo. Vous ne pouvez pas prendre le document de loi au Congo, rédigé par les étrangers, et chercher ce qui s'applique aux Congolais. Non, ça ne va pas marcher. Il y a beaucoup d'articles, 54, 217, ainsi de suite, qui méritent une révision complète. Et je crois qu'il serait mieux pour nous de refaire
une constitution qui est digne des Congolais, une constitution qui est propre aux réalités du Congo. Et moi, comme notable de Rutshuru, je me range derrière le président de la République pour soutenir ce projet de révision ou de changement constitutionnel. Je sais que je viens d'une zone occupée et peut y avoir ceux-là qui ont un avis contraire pour des intérêts qu'ils ont. Et moi, je vous confirme que la population de Rutshuru ne veut pas entendre des articles qui donnent le droit au Rwanda de prendre certains espaces au Congo. S'il vous plaît, tous les Congolais, surtout nous les amis de l'Est qui avons la chance de savoir lire, lisons cette constitution et rangeons-nous derrière le président de la République pour qu'elle soit modifiée, pour qu'elle soit révisée, pour qu'elle soit changée si possible. Je profite de ce moment pour dire à mes frères et sœurs, surtout ceux-là qui sont dans des camps de déplacés, que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Courage. Je demande effectivement au gouvernement congolais de pouvoir aider ses frères et sœurs qui passent la nuit à la belle étoile, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas où dormir, et que cette saison de pluie, qui est une saison difficile pour nous-mêmes qui avons où dormir, que nous puissions y penser pour nos frères et sœurs. Je vous remercie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous clôturons notre entretien du jour avec le professeur Emmanuel Sekioba, enseignant des universités aux États-Unis d'Amérique, fils et notable du Nord Kivu. Nous disons merci pour votre attention. Retrouvons-nous dans les émissions suivantes. N'oubliez pas surtout de vous abonner, aimer, partager, voire même commenter pour ne pas rater la suite de nos diffusions.